Dans les faits, on verra. On va voir quelle liberté va laisser Patrick Drahi à Alain Veil, on va voir quelle liberté va laisser Patrick Drahi aux journalistes de RMC, aux journalistes de BFM TV. Mais potentiellement, il l'a perdu. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus l'actionnaire principal de son groupe. L'actionnaire principal de son groupe, c'est Patrick Drahi, qui a aussi racheté Libération, qui a aussi racheté l'Express, et qui, finalement, si dans quelques mois ou dans quelques années, il décide de mettre Alain Veil à la porte parce qu'il ne sera pas d'accord avec sa stratégie éditoriale, il pourra le faire. Donc, de facto, il s'est lié les mains lui-même. Je pense pas, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas leur mot, à dire. On leur laisse pas le choix, on leur a pas demandé leur avis, ils vont pas voter sur leur patron. Il n'y a même pas de changement d'actionnaire à Libération aujourd'hui, donc ils n'auront pas la possibilité de faire jouer la clause de cession et de partir. On leur a pas demandé leur avis non plus quand on leur a demandé de déménager à l'Express, et tout laisse à penser qu'ils vont jamais ensuite revenir dans les locaux historiques de Libération. Là, potentiellement, on demandera à certains d'entre eux d'aller travailler pour la télévision, pour la radio, ou de seulement produire du contenu pour un support différent de la marque, si je puis dire, Libération, pour laquelle ils ont signé un contrat quand ils se sont fait embaucher, et ils n'ont pas leur mot à dire. Et d'une certaine manière, c'est là où je dis que dans les faits, Alain Veil, c'est lier les mains. Parce que si demain, Patrick Drahi change son fusil d'épaule, si il décide de ne pas lui donner la tête d'Altis Media, ou s'il décide de mettre quelqu'un d'autre à la tête du groupe, en fait, il pourra plus revenir en arrière. Non, alors ça, c'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est pas ce que je dis dans l'introduction. Ce que je dis dans l'introduction, c'est que finalement, applaudir en disant « Ouf, on a Ledoux et Patrick Drahi qui vont sauver le journal », c'est pas une bonne vision de la démocratie. Je pense que ça aurait été mieux, presque pour Libération, d'aller au tribunal, d'être repris par ces journalistes, d'être repris aussi en partie par les lecteurs, parce qu'il y avait un nombre de lecteurs qui étaient prêts à investir dans le journal, de faire appel à des plus petits actionnaires, mais plus indépendants, ou des actionnaires qui viennent du secteur des médias, plutôt que de faire appel à Drahi et à Ledoux. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour Libération d'être acheté notamment par Drahi, parce que Ledoux, il va finir par sortir, qui est lui vraiment un milliardaire qui s'achète non seulement une danseuse, mais un outil d'influence. Ensuite, est-ce que ça ne peut pas faire de mal aux journalistes de Libération de passer à la télé? Non, je pense que ça peut leur faire du bien, mais ils le font déjà. Ils le font sur Arte, ils participent régulièrement à l'émission 28 minutes. Je pense qu'ils seraient ravis de le faire davantage, mais ils n'ont pas besoin d'un partenariat avec BFM TV, enfin un partenariat actionnarial. Pour le faire, les chaînes de télévision, regardez la 5, C'est dans l'air, ils ont sans cesse des journalistes du Monde, du Nouvel Observateur, de Libération. 28 minutes, presque tous les soirs, vous avez Vincent Giré, qui avant était à Libération, qui maintenant est au Monde. Donc je pense que c'est pas ça qui se joue dans le rachat de Next TV Radio par Patrick Drahi. Par contre, ce qui me pose problème dans le rachat de Next TV Radio par Patrick Drahi, c'est qu'on va avoir un seul individu qui va posséder à la fois un quotidien, un hebdomadaire, l'Express, d'ailleurs plusieurs magazines, une radio et une télévision. On a énormément de pays dans le monde où ça serait interdit. Et un opérateur mobile. Et en plus, c'est pas quelqu'un qui vient du secteur des médias, c'est quelqu'un qui vient de la téléphonie mobile et qui gagne tout son argent grâce à la téléphonie mobile. Mais ça reste à voir, ils vont sans doute pas en traiter. Je veux dire, c'est pas. Il y a deux questions. C'est est-ce qu'ils pourraient en traiter trop positivement? Je veux dire, M6 parlait que de Orange, ou faire des reportages à charge sur les concurrents, ou est-ce qu'ils en traitent pas du tout? Limite, le moins pire des équilibres, c'est qu'ils n'en parlent pas du tout. Et finalement, d'une certaine manière, c'est ce qu'on voit un peu au Monde. Quand il y a eu l'interview, je crois que c'était dans le JDD, enfin la tribune dans le JDD de Montebourg avec Pigasse, un des
journaux à en avoir le moins parlé, c'est Le Monde, parce que les journalistes étaient gênés. S'ils en avaient parlé négativement, je pense qu'ils auraient eu peur de heurter leur actionnaire. S'ils en avaient parlé positivement, même si c'était fait en pleine bonne foi, on leur aurait reproché de parler trop positivement de leur actionnaire. Et c'est ça aussi qui pose problème. Je veux dire, trop parler positivement d'un actionnaire, finalement, on vit aujourd'hui dans un monde médiatique, et c'est une bonne chose, on se fait taper sur les doigts. Et mis à part, parfois, si on est le Figaro et on peut accepter quelques intrusions d'un Dassault, la plupart des médias aujourd'hui quand même sont dans une volonté de rétablir la confiance avec les lecteurs ou les spectateurs, ils ne peuvent pas se le permettre. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est de l'autocensure. Mais ce n'est pas propre à la France, hein. Dans le Washington Post, depuis le rachat par Jeff Bezos, on ne parle plus d'Amazon du tout. Et c'est vrai que ça m'étonnerait qu'Alain Veil puisse se permettre de parler très librement de la téléphonie mobile, des télécoms, sachant que son actionnaire principal est Patrick Drahi. Bah non, mais typiquement, la question de l'investissement dans le numérique, c'est une question de modèle économique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de perspective d'assez long terme. Une des choses qui m'a frappée quand j'ai présenté le livre, c'est à quel point les gens semblaient étonnés quand je leur montrais les courbes de long terme sur les dépenses publicitaires. Je pense que personne n'avait collecté des données d'aussi long terme sur autant de pays et personne n'avait jamais tracé la courbe. Et que je rencontrais des patrons de presse, voire des journalistes, qui étaient persuadés que la baisse était une baisse récente de court terme due à la concurrence d'Internet et qu'ils allaient réussir à l'inverser. Quand on leur montre la courbe avec des dépenses publicitaires qui sont en baisse depuis 1955-1960, finalement, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas réussir à inverser la courbe. Et d'ailleurs, des journalistes se la sont appropriés finalement pour aller voir parfois leur patron de presse et leur dire écoutez, la publicité native, c'est peut-être pas une si bonne idée parce qu'on va gagner un peu d'argent à court terme, mais on va pas inverser la courbe et on va perdre trop en crédibilité. Ça, c'est une question de modèle économique et ça dit qu'on n'a pas assez regardé en arrière pour analyser les vraies causes de la crise. Et c'est un peu pareil avec le numérique. Et c'est lié à la publicité. Je pense qu'on a fait le pari qu'on allait réussir à avoir de la publicité en ligne et que pour ça, il suffisait d'avoir de l'audience. Et comme finalement cette audience, on lui offrait du contenu gratuit, je pense qu'on n'a pas suffisamment investi dans la qualité. Parce qu'on n'allait pas dépenser de l'argent pour faire venir les gens gratuitement. Et que là, maintenant, on a un peu un retour du bâton. Et heureusement, on voit les médias de plus en plus. Le Figaro a lancé un site en premium. Le Monde a fait énormément d'efforts sur son offre payante, plus tous les pure players qui se sont créés il y a quelques années ou qui se créent aujourd'hui, qui font l'effort d'investir dans le numérique et de proposer une offre numérique payante de qualité. Bah, ça a toujours été le cas. C'est absolument pas nouveau. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de journalistes qui perdent leur job de journaliste et qui vont faire des relations publiques et qui vont faire de la communication. Donc finalement, ils connaissent un tout petit peu mieux les médias en fait quand ils vont travailler comme communicants. Mais la communication, c'est pas quelque chose de nouveau. Les liens parfois un peu trop étroits entre les communicants et les journalistes qui se rendent des services, des allers-retours, et on va demander à un journaliste d'aller prendre une photo au bon endroit ou d'écrire tel ou tel article, c'est pas quelque chose de nouveau. Le problème des voyages des politiques avec les journalistes qui sont embedded, qui sont invités, qui vont suivre partout l'homme politique, qui va leur payer l'avion, l'hôtel, le restaurant, c'est pas quelque chose de nouveau. Le fait qu'on ait des entreprises qui invitent les journalistes à venir voir leur usine aux États-Unis et qui invitent en même temps la femme ou l'enfant, qui les prennent tous en voyage d'affaires pour enquêter sur la bonne tenue de l'entreprise, c'est pas quelque chose de nouveau. On a besoin de réguler ça davantage. Normalement, c'est les journaux qui sont censés faire des chartes éthiques, qui sont censés dire qu'un journaliste ne peut jamais être invité à déjeuner, par exemple, qui sont censés dire que si un journaliste part en voyage pour accompagner un patron, dans ce cas-là, il doit tout payer lui-même, il ne doit pas du tout être invité. Mais c'est quand même extraordinaire de faire croire que c'est ça la nouveauté. Je pense que la réponse, là, elle est un tout petit peu... J'ai pas écouté l'interview, mais je vois bien que dans la question, il y avait peut-être un peu, est-ce que la plus grosse menace à l'indépendance, c'est pas les patrons de presse? Il a répondu par une pirouette en disant c'est les communicants. Sauf que les communicants, ça a toujours été le cas.
Mais non, je veux dire, le dispositif plurimédia, typiquement, c'est ça qui aurait empêché Patrick Drahi d'acheter Next Radio TV, parce qu'il possédait déjà des journaux. On a des régulations de ce type aux États-Unis, même si d'ailleurs, il faut bien s'en rendre compte, elles sont de moins en moins respectées. En France, la dernière fois qu'on a fait une loi sur le pluralisme de la presse, c'est 1986. Et encore, c'était une reprise de la loi de 1984 qui avait été faite par la gauche que la droite trouvait trop dure. Donc elle a assoupli les conditions, elle a enlevé la rétroactivité, etc. etc. Donc on n'a pas de dispositif anti-concentration fort en France, du tout. Ça avait été promis par le Parti socialiste, des nouveaux seuils plus stricts pour empêcher la concentration. Une interdiction de posséder à la fois un journal, une radio, une télévision. On parle du secteur de l'information, ensuite on a Lagardère, etc. Mais dans le secteur des loisirs, c'est quelque chose qui est relativement différent. Et puis troisièmement, ce qui était aussi dans le programme du PS, mais qui devrait être aussi dans le programme de la droite, en fait, dans le programme de tout gouvernement qui veut réguler un peu les médias, interdire à des groupes en particulier, s'ils sont sous contrat avec l'État, il y a Dassault, il y a Bouygues, de posséder des médias d'information. Il y a une différence entre les acteurs publics et les acteurs privés. Le problème que je souligne du trop d'acteurs dans mon livre, c'est qu'on a vu une démultiplication du nombre d'entrants, que ce soit sur la presse écrite, sur Internet, à la radio et à la télévision, avec des acteurs qui étaient relativement faibles. C'est-à-dire des acteurs qui avaient un nombre de journalistes de plus en plus réduit. Et c'est ça une des limites de la concurrence, parce que finalement, parfois, ça marche mieux d'avoir un journal avec 200 journalistes que d'avoir 2 journaux avec chacun 100 journalistes. Quand on regarde aujourd'hui l'état, entre guillemets, des chaînes d'information en continu, BFM TV, LCI, iTélé, et il y en a d'autres, elles n'ont pas investi massivement ces dernières années, et elles n'ont pas du tout augmenté le nombre de journalistes qui travaillaient pour elles. Si, avec Delphine Ernotte, on a un investissement de France Télévisions dans une chaîne d'information en continu avec une salle de presse, une salle de rédaction qui soit suffisamment conséquente pour fournir de l'information de qualité, dans ce cas-là, c'est une bonne nouvelle. Et c'est là où je dis qu'il faut faire la différence entre le public et le privé, parce que l'idée, c'est que si c'est fait par une chaîne de télévision publique, on ne va pas chercher des profits à court terme, on ne va pas chercher à limiter les coûts, on ne va pas chercher à réduire la voilure, mais potentiellement, on va investir dans une information de très bonne qualité. France 24, c'est déjà une chaîne qui est relativement importante, qu'on a fusionnée récemment avec RFI. La volonté de France 24, c'est de couvrir l'international de manière importante. Ils ont quand même une très forte pénétration en Afrique et c'est un succès. C'est un succès à la fois en termes de couverture de l'actualité internationale africaine et de pénétration. Ils ont augmenté leur pénétration récemment en Amérique latine, en Asie. Est-ce que France 24 doit pénétrer davantage le marché français ? Il y a une volonté relativement claire des dirigeants de France 24, mais je ne suis pas sûre que ce soit leur point le plus fort. Je pense qu'on peut faire de l'information en continu différemment avec une deuxième chaîne. Est-ce qu'il y aura ou pas des synergies avec France 24 ? Ça sera à déterminer plus tard. Moi, je trouvais que c'était plutôt une bonne nouvelle que Mashable, qui est quand même un site internet qui réussit très bien, qui est visible dans le monde entier, choisisse comme point d'entrée en France, et non seulement en France, en fait en Europe, France 24. Ça dit quelque chose de positif sur France 24. France 24, on a tendance un peu à l'ignorer dans le paysage médiatique français. Ça dit qu'on les voit à la pointe de l'innovation. France 24, ils ont gagné pas mal de prix sur leurs applications à différents forums numériques un peu partout dans le monde entier parce qu'ils sont à la pointe. Donc ça montre en fait qu'on a des chaînes de télévision de pointe qui sont perçues positivement à l'étranger et qu'on voit même comme possible rampe de lancement d'un site en France et en Europe. Ensuite, il y a l'argument Hufnagel de Libération. Moi, personnellement, j'ai trouvé cette tribune extrêmement conservatrice et surtout, j'ai trouvé qu'il s'avançait beaucoup trop puisqu'on n'a pas encore eu les déclarations officielles de Saragosse, donc on ne sait pas encore le détail du financement et de l'accord entre Mashable et France 24, mais ça ne se fera pas sur fonds publics. Ça ne se fera pas sur la redevance, ça se fera sur fonds privés.
Donc finalement, si on a un site qui rentre sur le marché français, qui permet de donner plus de visibilité à France 24, qui permet à France 24 également d'être plus présent sur le web et de développer son offre numérique, autant applaudir dès demain. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un monde médiatique, dans un paysage qui a changé, où toutes les chaînes d'information aujourd'hui en France ont des sites internet. Toutes les radios en France ont des sites internet. De plus en plus, elles font de la vidéo. Bientôt, il n'y aura pas énormément de différence entre lemonde.fr et le site internet de France Inter et potentiellement le site internet de France 24. Et ça va dans ce sens-là, parce qu'il y a plus de vidéos sur Le Monde, plus de vidéos à la radio, il y a plus de textes sur les sites des chaînes d'information. C'est une bonne chose. Ça leur permet de s'adapter. Heureusement que France 2, France 3 font de plus en plus de télévision à la demande. Heureusement qu'ils ont un site internet. Heureusement qu'ils ont de plus en plus de téléspectateurs qui les consomment à travers Facebook et Twitter. C'est quand même une très bonne nouvelle. Donc la réaction de Libération, forcément, c'est la peur d'avoir un concurrent nouveau, mais en général, face à un concurrent nouveau, autant avoir la volonté d'innover, de s'améliorer, d'être réactif, plutôt que de demander à ce que l'État nous protège à tout prix en refusant l'émergence de ce nouveau concurrent. Je pense qu'a priori, il n'a pas tort. La concurrence est beaucoup plus rude sur l'anglais. On a des journaux qui ont un avantage important qui est celui de la langue. Et l'entrée sur le marché américain du Guardian a été une véritable réussite, mais ils avaient dès le départ en fait l'avantage de la langue. Nous, on a un marché francophone qui est infini, avec le développement de l'Afrique subsaharienne qui devient de plus en plus riche avec le développement du marché publicitaire, avec des gens qui lisent de plus en plus les journaux. L'Afrique subsaharienne, c'est un des rares continents au monde où le lectorat des journaux augmente encore. Il y a aussi le marché canadien qui a été relativement ignoré, canadien francophone par la presse française. Il y a la Belgique, il y a la Suisse. Donc il y a un marché énorme en fait qui n'a pas été pénétré par la presse française. Vous dites le monde Afrique, mais pour l'instant ça reste encore relativement balbutiant. En fait, il y a davantage de couverture de l'Afrique dans le monde, mais ça ne témoigne pas du fait que le monde est davantage lu en Afrique. Et ça va dans ce sens-là. Là, dans la semaine prochaine, je crois, il y a un grand forum du monde en Côte d'Ivoire. Je crois que Libération va faire la même chose, un grand forum dans un pays africain. Je pense qu'il y a une énorme place à prendre aussi dans les pays du Maghreb. Donc j'espère qu'on va aller vers ça davantage, d'autant que avec le numérique, un des grands avantages, c'est qu'il n'y a plus de problème de coût de distribution et de coût d'impression. Où est-ce qu'on va imprimer, comment on va distribuer. Même si, petit rappel historique, dans toutes les anciennes colonies françaises, en fait, c'est Prestalis qui a toujours été en charge de la distribution. Et les filiales de distribution actuelles de la presse dans les anciennes colonies françaises en Afrique, en fait, sont toujours des partenaires de Prestalis. Donc on avait quand même une possibilité, même dans le passé, de pénétrer ce marché de manière beaucoup plus agressive. Alors l'entreprise solidaire de presse, il faut voir concrètement ce que c'est. C'est un statut juridique qui a été créé par le gouvernement avec la promesse d'avantages fiscaux. En échange de ces avantages, on demande à l'entreprise de presse de réinvestir une partie de ses bénéfices. La partie réinvestissement des bénéfices, ça je pense que c'est une très bonne chose et qu'on doit aller vers plus de non-lucrativité pour les médias, et à la place de vouloir maximiser les profits à court terme et redistribuer des dividendes vers les actionnaires. Au contraire, on doit réinvestir les profits dans le futur du média. Ensuite, quid des avantages fiscaux ? Ce qui s'est passé avec ce nouveau statut, c'est que finalement on l'a lié à ce qui a été appelé l'amendement Charb. Et l'amendement Charb, ça donne la possibilité pour quelqu'un qui investit en action dans un média de défiscaliser cet investissement. Donc jusqu'à présent, pour le faire pas trop technique, quand vous faites un don à un média, vous pouvez défiscaliser le don, mais on n'a jamais pu défiscaliser des apports en capital quand vous achetez des actions d'une entreprise. Et on a ouvert cette possibilité-là. Donc aujourd'hui, à hauteur de 1 000 € pour un individu, 2 000 € pour un couple, si vous investissez dans un média d'information politique et générale, et que ce média-là veut profiter de l'amendement Charb, alors vous allez pouvoir défiscaliser cet investissement à hauteur de 30%. Si vous avez pris le statut d'entreprise solidaire de presse, vous allez pouvoir défiscaliser à hauteur de 50%.
Ça va un peu dans la bonne direction. Parce que moi, ce que je propose dans le livre, c'est justement de faire des donateurs, des petits contributeurs, des actionnaires à part entière. Donc le fait de pouvoir défiscaliser des petits apports en capital, ça va permettre la démultiplication d'un petit actionnariat et plus de démocratie. Donc de ce point de vue-là, ça va vraiment dans le bon sens. Et le fait de devoir réinvestir les profits également. Je pense que ça ne va pas assez loin. Parce que notamment, c'est un modèle qui est tourné que vers les petits entrants aujourd'hui, avec des limites à 1 000 euros. Clairement, un journal comme Le Monde, Libération, même l'Humanité, Le Monde diplomatique, ne peuvent pas gérer autant de petits actionnaires. C'est trop coûteux, en fait, pour un gros titre, de gérer des actionnaires qui rentrent à hauteur de 1 000 ou 2 000 euros. Deuxièmement, ça ne va pas assez loin parce que ça ne va pas vers le 100% non lucratif. Il faut juste réinvestir une partie de ces bénéfices. Et puis surtout, si on regarde le cas de Charlie Hebdo aujourd'hui, ça ne résout pas du tout ce qui est le problème fondamental pour moi, qui est le rapport entre qui possède le capital et qui prend la décision. Et aujourd'hui, on a, même si vous êtes une société solidaire de presse, si vous avez tout le capital, vous avez tout le pouvoir de décision. Alors que je pense qu'il faut donner plus de pouvoir de décision aux petits actionnaires, qu'il faut même majorer leur droit de vote, plus de pouvoir de décision aux lecteurs et plus de pouvoir de décision aux journalistes pour contrebalancer le pouvoir excessif des actionnaires majoritaires. C'est pas exactement la route que prennent justement tous les grands groupes qui sont en train de se créer. Ah non, ça, on ne peut pas dire. Mais je pense que l'État a le moyen de les aiguillonner dans la bonne direction. Donc ce que je propose, c'est la société de médias à but non lucratif. On ne va pas l'imposer, paf, d'un coup sur tous les médias existants. Par contre, on peut créer cette nouvelle structure juridique, y associer des avantages fiscaux véritablement conséquents. Et puis pour financer ça, par exemple, décider que si vous êtes un média possédé par un industriel qui est sous contrat avec l'État, peut-être qu'on ne va pas forcer l'industriel à vendre son titre, par contre on peut lui sucrer les aides à la presse. Donc voilà. Créer des incitations finalement à rendre l'actionnariat un peu plus démocratique. En fait, j'ai rencontré beaucoup plus de patrons de presse que de politiques. J'ai vu un peu la DGMIC, mais très peu, qui était encore, quand je l'ai vu, c'était pile au début de février, donc avant les modifications sur les aides à la presse, très centré sur la question de est-ce qu'on ouvre ou pas le statut de fonds de dotation aux médias. Je pense qu'ils ont l'impression d'avoir fait des grands pas en avant avec ce qu'ils ont proposé. En fait, ce que j'ai rencontré davantage chez les députés, notamment les députés en charge de ces questions de médias à l'Assemblée nationale. Et j'espère qu'en octobre, en novembre, quand on va discuter le budget, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont laissé entendre, ils vont pousser davantage ces solutions-là. À la DGMIC, je pense qu'aujourd'hui, ils sont relativement frileux, en partie parce qu'ils ont l'impression d'avoir bougé beaucoup de pierres à la fois. Et c'est vrai qu'ils ont pris un gros risque politiquement, et je trouve que là, ils sont allés dans la bonne direction en décidant de recentrer les aides à la presse. Ils ne sont pas allés aussi loin qu'ils auraient pu. Moi, j'aurais sucré les aides postales pour tous les titres qui n'étaient pas IPG. Ils ne vont pas aussi loin, ils créent une deuxième catégorie, mais c'est quand même une réforme relativement importante. Je pense que l'amendement Charb et les entreprises solidaires de presse, pour les raisons que j'ai soulignées avant, sont plus symboliques que véritablement importantes pour le secteur, mais elles vont dans la bonne direction. Je pense qu'il faut encore aller plus loin, et je compte sur deux choses. C'est un, les journalistes et les citoyens qui doivent s'approprier ces sujets et pousser et demander davantage politiquement. Et puis deux, j'espère, les députés comme Michel Francex et autres, qui portent depuis des années ces sujets-là et qui m'ont l'air potentiellement moins frileux que la DGMIC au jour d'aujourd'hui. Mais alors, est-ce que comme certaines entreprises, vous leur avez fait un brouillon de projet de loi ou pas? Pas encore, mais ça va peut-être venir. Merci beaucoup Julia. Merci. Et à bientôt sur l'Observatoire des médias. Merci.